Hey, salut Paul! Bonjour! Superbe endroit, c'est quoi oui, ça ici? C'est un de mes endroits préférés à Miami, ça s'appelle Wynwood. C'est si tu veux le quartier des artistes. Et donc, ça a commencé avec des entrepôts qui étaient disponibles, pas très chers. Donc, les artistes ont besoin de place puis ils veulent pas trop dépenser d'argent. Et puis maintenant, il y a des galeries, il y a du shopping, tout ça. Mais c'est un des endroits, c'est assez agréable parce que tout est extérieur. Donc, comme on a un bon climat toute l'année, on peut vraiment en profiter. Ah oui, c'est très original. Il y a vraiment toutes sortes d'influences. Oui, oui. Et puis en fait, c'est que ça se renouvelle constamment. Là, il y en a d'autres qui refont des murales. Ils les Donc, refont. Oui, ça change. Ça, en fait, ce sont des toiles qui sont vivantes et qui, chaque mois, il y a des nouveaux artistes qui viennent. Exposition vivante. C'est ça. Hey, dis-moi, on va parler lecture, si t'es d'accord? Ben oui. Tu me disais la dernière fois qu'on s'est vu que tu aimais beaucoup les biographies. Est-ce qu'il y en a une que tu as lue récemment dont tu peux me parler? Ben, c'est celle-là. Oh! OK. Ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, nous, on connaît tous l'histoire un peu de Pablo Escobar. Mais là, c'est la version du fils. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne, si tu veux, un aspect qu'on connaissait peut-être moins, qui est peut-être plus de l'intérieur. Oui. Mais moi, je dois dire que la raison pour laquelle j'avais choisi ce livre-là, c'est pas pour le côté biographique, mais c'était surtout parce que je connais bien la Colombie. Je connais beaucoup de Colombiens. Puis, pour moi, ça fait partie de l'histoire de la Colombie. Mais je dois dire que les Colombiens ont une relation très difficile avec Pablo Escobar. Ils ont tous souffert beaucoup de l'influence qu'il avait sur la société. Je veux dire, pendant presque 15 ans, le pays était hyper dangereux à cause de ça. J'imagine que quand tu es Colombien, à chaque fois, on te demande si tu connais Pablo Escobar. Comment ne pas? Ben oui. Donc, je dois dire que j'ai fait un peu l'erreur de penser que c'était quelque chose de pas un trésor historique, là, mais je veux dire quelque chose qui... Mais non. Et d'ailleurs, je le lisais quand j'allais en Colombie, donc dans l'avion, et à coup sûr, il y avait mes voisins qui me posaient des questions là-dessus, mais ils se demandaient pourquoi est-ce que je lisais cette histoire-là qui est pour eux, là, tu voyais que c'était vraiment quelque chose qu'ils avaient... Sujet sensible. Oui, c'est ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un autre aspect de l'histoire. Là. On voit un peu derrière, puis souvent on se demande mais comment est-ce qu'on peut se cacher? Comment est-ce qu'on peut... Parce qu'à un moment donné, ce bonhomme-là, c'était l'homme le plus riche du monde. Oui. Et puis, mais il ne pouvait pas publiquement dépenser son argent. Donc, comment est-ce qu'il fait tout ça? Donc, il y a quelques exemples qui sont intéressants, mais je dois dire une chose qui m'a dérangé, c'est que tout le livre, tu te dis, mais ce fils, c'est sûr que c'est pas lui, là, mais c'est son père qui a tué tellement de gens, qui a été la cause de tellement de violence. Puis à aucun moment, il s'excuse un peu de... Ça m'a dérangé aussi, Ouais. je vais te dire, parce que je trouvais que autant, au début, il déplore tout ce que son père a fait, la souffrance des gens. Mais il le fait pour lui, pour ce non. que ça lui a causé à lui comme problème, je trouvais. Et de un, il y a une fierté qui n'arrive pas à dissimuler en dessous Ouais. de ça. Moi, ça m'a dérangé. Oui, exactement. Et puis, à un moment donné, il parle, des excès. À 11 ans, j'avais 30 motos, Oui, j'avais 30 jet skis, tout ça. ahurissant. Mais je veux dire, OK, je comprends qu'ils veulent parler un peu de la situation, mais moi, je trouvais ça choquant. Oui, c'est que, choquant. on parle de... Je trouvais ça vulgaire de vouloir étaler ça. Parce qu'il n'y a aucun équilibre après de dire que c'était aux dépens de la population du pays au complet. Puis ça m'a vraiment dérangé. Une autre chose qui m'a dérangé avec ce livre-là, et je ne sais pas si... Parce que je parle espagnol, donc quand je lis des livres dans la langue, je préfère ça. Je trouvais que la traduction était
pas très... moi, le... Pas fidèle ou... Ouais, non, c'est le... J'ai pas trouvé ça agréable à lire. J'ai pas trouvé ça bien écrit dans le sens où des fois, les phrases, je trouvais que c'était... on se servait de la langue que pour décrire, puis il n'y avait aucun souci de la rendre agréable. C'est peut-être un peu le problème d'un ouvrage biographique comme ça, où ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt parler d'un sujet sans vraiment se soucier de la forme. Il y a quelques exemples, tu sais, quand on parle de ces propriétés où il y avait, où il y avait 1700 personnes qui travaillaient dans la propriété. Il parle d'une ferme qui n'avait jamais entendu parler de 250 000 acres. Donc, je veux dire, des fois, on parle un peu de choses qui sont quand même incroyables. T'as l'impression que Versailles, c'est de la petite bière à côté oui, de ça. oui. Et puis, bon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je trouvais des trucs, comme par exemple, tu sais, ils avaient à un moment donné, ils avaient des pistes d'atterrissage dans la jungle. Puis pour éviter que les hélicoptères de la police le spot, ils avaient mis une maison sur roulette. Et puis ils arrivaient et quand il y avait un avion qui arrivait, ils bougeaient la maison pour que ce soit une piste d'atterrissage. Donc je trouvais, il y avait des exemples qui étaient intéressants. Mais moi, le côté sans remords de cet homme-là, c'est sûr que c'est pas sa faute. Mais moi, ça m'a choqué tout le long. J'arrivais pas à me mettre dans la peau de cet homme-là sans oublier que son père avait été un criminel de cette... Exactement. Et puis quand j'en parlais avec les Colombiens, je voyais qu'ils ont une relation qui était très difficile avec lui. Moi, les gens que je connais sont plutôt de Bogota. Et puis donc, la relation que Pablo Escobar avait avec Bogota, lui, il était pas de Bogota. Donc, quand il venait, c'était plutôt le paysan qui venait dans la capitale, qui est le lieu du pouvoir. Donc, c'est là où il y avait le Congrès, c'est là où il y a eu des attentats. C'était comme quelqu'un de l'extérieur qui, tu sais, des fois, on parle de Pablo Escobar comme celui qui est genre le Robin des Bois, là, qui vient puis qui crée des stades de foot, tout ça. Pour les gens, ouais. Alors que... Bien, peut-être dans les quartiers pauvres, ça s'est passé, mais en tout cas, dans la capitale, il le voit vraiment d'un autre œil. J'avais pas vu la série Narcos. Donc, j'avais pas trop de références, à part un livre que j'avais lu il y a peut-être une vingtaine d'années qui s'appelait Killing Pablo, mais c'était, si tu veux, la version de la police. Donc là, ça donnait l'autre côté de la médaille, ce qui était le côté intéressant, mais c'est une bonne brique à lire pour avoir ces petites anecdotes-là. Est-ce qu'au moins récemment, tu as lu quelque chose qui t'a plu, Paul? Alors, un livre que j'ai lu qui est biographique un peu aussi, qui parle d'un événement particulier, c'est l'ordre du jour. Oui. Alors celui-là, j'ai trouvé ça absolument phénoménal. C'est un petit livre, hein, ça se lit en peut-être 2 heures, mais c'était, premièrement, ça se lit, je prenais des notes, je soulignais quand je le lisais, c'est un petit bijou d'écriture. Ah, je dois dire, le lire, ça coule, c'est vraiment génial. Le mot juste, le mot chantant, c'était vraiment une expérience incroyable. Et ça parle aussi d'un événement, c'était quelques jours avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des événements qu'on connaît, mais c'est, si tu veux, Vu de l'intérieur. Oui, et les réflexions de chacun, parce que souvent on se dit, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et là, c'est la réflexion de ceux qui avaient un mot à dire dans cette évolution, mais c'est un bijou d'écriture, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié. Je suis contente au moins que tu as eu une lecture qui t'a fait plaisir. Merci, Paul. Il n'y a pas de quoi.
Yamile Steve, bonjour. Bonjour José, c'est un plaisir d'être ici avec vous. C'est un plaisir pour nous de vous rencontrer à cette grosse foire du livre, le Miami Book Fair. Et parlez-nous de ce livre, Memories in Technicolor. En fait, la version originale est en français, Les chemins de lumière. La version originale est en français et le titre est complètement différent en anglais parce que j'ai été la traductrice de mon propre roman. Vraiment? J'ai fait de la traduction pendant des années. OK. Et j'étais pas trop satisfaite avec la traduction littérale du titre. Donc, j'ai voulu changer complètement. Mais en fait, c'est la même histoire. C'est ainsi qu'on parle l'anglais ou le français, on a accès au livre. D'ailleurs, c'est l'histoire d'une jeune haïtienne qui va quitter, sous le régime Duvalier, qui va quitter pour aller étudier en France. C'est correct. Donc, qu'est-ce qui motive ce voyage? Voilà. À l'époque, c'était dans les années 60, à peu près 1966, c'était en pleine dictature du Valéris. Il y avait tant de problèmes politiques que les familles qui pouvaient envoyaient leurs enfants à l'étranger pour poursuivre leurs études. C'était vraiment une sorte d'exil. Ce n'était pas un exil politique en soi, mais pour une adolescente de 15 ans, c'était certainement un exil, se voir subitement envoyée en Europe, avoir le grand Atlantique entre les deux. Entre les deux. Il n'y avait pas de social media, les lettres prenaient 15 jours pour arriver, n'est-ce pas? Les appels téléphoniques étaient compliqués, il fallait se rendre au bureau de la téléco pour pouvoir faire un appel. Donc, la narratrice, elle s'est sentie vraiment dépaysée. Le pays d'origine est venu... C'était comme le paradis trop tôt perdu. Quand on est en dehors du pays d'origine, on met du romantisme parce qu'on se base sur ses mémoires. Oui. Et les mémoires capent ce qui est bien. Embellit un peu. Embellit, c'est souvenir. ça. Donc, et puis en même temps, c'est un âge difficile. 15 ans, 16 ans, c'est l'âge où on se découvre, où on apprend pas mal de choses du monde. Donc, il y a cette ambiguïté, n'est-ce pas, ce retour en arrière et en pensée et en même temps cette adaptation présente qu'il faut faire. Oui, parce qu'elle est confrontée à une toute autre culture, à un autre monde, à d'autres valeurs aussi que les siennes. Absolument, absolument. Et à travers les pages, on voit comment ce qu'elle expérimentait en Haïti s'agissait vraiment sur sa façon d'être. Par exemple, on vous faisait craindre. Il ne faut pas parler, il faut faire attention parce que quelqu'un peut prendre ce que tu dis et puis on t'envoie en prison et on ne te voit plus, etc. Donc, on était conditionné. Le libre parler n'existait pas. Alors qu'en France, la liberté de parole était beaucoup plus grande que... Donc, c'était vraiment un ajustement. Et en tant que femme, ça lui apportait quoi à cette jeune femme? Et bon, il y a vraiment, c'est les découvertes, les premiers émois, tout ça c'est décrit, c'est vraiment un âge tendre. Alors qu'elle venait d'une famille haïtienne, mais aussi libanaise. Une famille haïtiano-libanaise. Du côté maternel, il y avait cet apport-là. Des Levantins, c'est une communauté très peu connue, mais qui existe en Haïti. Et les Syro-Libanais, donc avec leur culture dans un pays d'adoption. Déjà, donc, oui. C'est ça. Donc, pour elle, c'était comme une deuxième adaptation. Une deuxième adaptation. Et suite à ses études en France, elle va ensuite se rendre à New York. Et là encore, c'est une autre adaptation. Pour un petit temps, avant de poursuivre l'université à Boston. Mais à New York, c'est la révélation. C'est le style hippie. C'est... Martin Luther King est mort quelques années avant, mais le héros ne meurt pas. L'héroïsme est puni, mais le héros ne meurt pas. Donc, il y a tout ça, il y a toutes ces idées, les protestations contre la guerre du Vietnam,
Alors là, elle a embrassé cette cause, le personnage, elle embrasse cette cause parce qu'elle a toujours, au fond, été quelqu'un qui est pour la paix, pour la beauté des fleurs. Et donc la guerre, c'était horrible, c'était quelque chose. Donc elle a fait des protestations, ce qui est tellement différent de ce milieu où il faut faire attention à son ombre. Absolument, oui, c'est ça, c'était autre chose. Et ensuite, à Boston, comment ça va évoluer, son histoire? À Boston, évidemment, elle a justement comme roommate, comme compagne de chambre, quelqu'un qui est complètement mordu, une végétarienne qui est vraiment à 100% dans ce mouvement, cette contre-culture qu'on l'appelait à l'époque. Oui. Donc, elle vient, elle partage la chambre, etc. Donc, elle rencontre justement d'autres jeunes comme ça et tout. Mais finalement, avec le temps, elle va réaliser qu'elle aspirait à autre chose. Et c'est là qu'on verra justement la maturité qui s'installe et tout. Ouais. Yamile Estit, merci infiniment pour cette entrevue. Vous nous donnez le goût de retourner à votre livre. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Merci. On apprendra beaucoup sur Haïti. Oui. Et on se rappellera pas mal de choses des années 60. Donc, ça va couvrir un peu de tout. J'espère que vous ferez ce voyage avec moi. It's a pleasure to have you with us today at the Miami Book Fair. Thank you so much for having me. And tell us about this memoir, Wild Game. Okay, so my memoir essentially is about a very complicated mother-daughter relationship. And it starts with a pivotal night in my life, which was when I was 14 years old. It's set on Cape Cod, and at this evening, my mother actually came up and woke me up to tell me that my stepfather's best friend had kissed her. And what I didn't know at that moment was that it would be the start of sort of an epic love affair, an extramarital love affair between my mother, Malabar, and this gentleman, Ben Souther. But what I did know right away, even though I was just 14, was it was one of those before and after moments of life. I had gone to bed as my mother's daughter, and I'd woken up as her confidant and best friend. No turning back. No turning back. And it was really, of course, at my age, I happen to have a 14-year-old daughter. I'm sure, like many people who will read it, your first inclination is sort of, it's shocking and what a burden to put on a child. But actually, as the 14-year-old, it was incredibly exciting to be suddenly taken into this grown-up world, to be my mother's best friend. Confident. So it was a very mixed up time in my life. But it's really, it's less about the affair and more about this dynamic that I had with my mother and how long it took for me to get out of the riggings of that whole situation and start to live my life more authentically for my own, because I really got lost to it. I mean, it was the most absorbing thing of my life for about a decade. And as a young woman, afterwards. Right, exactly. To begin your life as an adult. Right, and I don't want to give away any spoilers, but I got more and more and more involved. It got very, very complicated. And how did it affect your relationship with your mother? Well, it's the only relationship I know, with her, so I can't quite say that. I mean, I think that's one of the interesting things is that, all of our childhoods are kind of normal to us, right? And so it seemed, I just assumed that this was how these things worked, and probably, it was normal to have a relationship that was so close with your mother. It wasn't really until I became an adult and I realized how, on many levels, destructive keeping such a secret was, because
when you keep a secret like this, of course, you're sort of preventing yourself from being known. You're preventing yourself from having authentic relationships, because whether it's with friends or teachers or a boyfriend or what have you, Yes. you're not showing your full self. You've got this whole thing, this very defining part of yourself that you're hiding. And the affair had such high stakes, and it was just, it was consuming. Yeah, because she was quite a character, your She mother. was very, she was a fantastic, just every bit as grand as her first name, which was Malabar, as I said. Yes. And what about afterwards when you became a mother? What did happen with your own mother? Oh, okay. So, I think becoming a mother was really what I should back up and say, I feel like many points along the way, I sort of realized what was wrong, that I wanted to break this pattern, because it wasn't actually simply something that had happened with my mother. I mean, it was an intergenerational behavior. Her parents had been married, divorced to each other, and there had been a secret family there. There'd been all sorts of stuff. So I felt like one thing that becoming a mother, even thinking about becoming a mother, made me realize is I need to stop this pattern, this sort of legacy of deceptive behavior and secret keeping. And that became the most important thing when I had my children. And of course, it happens over time. And it's been so interesting to see my daughter growing up. And such a weird coincidence that she's 14 when this book comes out, of course, because when any of us think back to who we are at 14, I think, we sort of remember ourselves being mini adults. And my daughter is wonderful and mature and graceful and everything else, but she's a child too. She can Absolutely. seem like an adult, but she's a child. So, the dynamic with my mother has shifted dramatically over the years. I mean, right now she happens to be very ill, so it's not really something that we're, spending much time worrying about at this point. But she did give me around, when I started working on this book about 5 years ago, we've always been close, difficult relationship, but close. And she did understand the reason I need to write it, and the reason I needed to do it in memoir in this very direct way. So She probably realized the effect it had on you at the time. I don't know that she was that self-reflective, Oh, but okay. I think she understood that it was very important to me. And so she was also someone who happened to be a great chronicler of her own life, and she was this astonishing cook. Yes. And so, she had all these recipes and these food and travel articles, so I could refer to them, and she gave me scrapbooks and photo albums and other things to sort of make it all sort of make more sense to me. Because at the beginning of the book, we can see how she entertains Yes, and how yes. things are. And actually, the title, Wild Game, refers to the fact, so she'd studied at Le Cordon Bleu, and she worked in the test kitchen at Time Life, and she'd written cookbooks for all these years. And her lover happened to be an avid recreational hunter. And these two couples were couple friends. And so they created this ruse of doing a wild game cookbook, both to sort of cover for the affair, but also to create opportunities for the two couples to be together. And I should also add that both of their spouses were very ill. Whether or not that gives, anyone any bigger sympathies or not. But it was sort of, it was just a crazy time. And I would come home and they would have whatever meat, Ben Souther had brought, and my mother would be transforming it into something else, and everyone would be taking notes and figuring out sort of which was the best little game hen, if one had been injected with cranberry and the other with garlic, and, sort of like that. And these were very boozy evenings too, of course. Probably. Well, So, writing this book, having written this book, did it change anything for you in the end? I think we long for sort of closure, and Yes. I don't think it did that, but I think it was all a big part of the process for me. I mean, for better or for worse, my mother is kind of my person, and I imagine I'll be having conversations with her till I am not of this earth anymore. I just think Yes. she's that person for me. So it marks a lot of progress in terms of coming to terms with what happened and sorting it out and knowing how I think about it. But I think people are longing for me to say, like, yes, I'm done, moving on. And, I just don't quite think that way in terms of these things.
Well, Adrian Broder, thank you for sharing that with us Okay. today. Thank you so much for having me. Voici ce qui termine notre 3e émission. À bientôt!